Voici comment l'économie actuelle reflète la Grande Dépression. Allons droit au but. En 1929, le monde a appris à quelle vitesse la prospérité peut se transformer en panique. Un jour, Wall Street était inarrêtable. Le lendemain, ce n'était que des décombres. Des fortunes ont disparu pendant la nuit. Les banques ont fermé leurs portes. Des millions de personnes ont tout perdu. La plupart des gens pensent que c'était une catastrophe ponctuelle, un chapitre tragique, clos il y a un siècle. Et si ça ne finissait jamais vraiment ? Et si les mêmes forces qui ont causé la Grande Dépression façonnent tranquillement votre monde en ce moment ? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les prix continuent d'augmenter, pourquoi le logement semble inaccessible ou pourquoi la dette continue de croître plus vite que les salaires, vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe autour de vous n'est pas aléatoire, c'est l'écho d'un système construit sur le risque, la cupidité et l'illusion. Avant d'aller plus loin, dites-le-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment ? J'adore voir comment ces histoires ont une portée qui dépasse les frontières. Et si vous aimez le contenu comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner, car l'histoire d'aujourd'hui va changer votre façon de voir tous les titres sur l'argent, les marchés et le pouvoir. Revenons maintenant à 1929. Le monde était sur une vague d'euphorie. Les actions montaient en flèche. Les gens ordinaires, les enseignants, les agriculteurs, les mécaniciens, achetaient des actions sur marge, empruntant de l'argent pour jouer sur un marché qui ne semblait pouvoir que monter. Les journaux ont appelé cela la nouvelle ère de la richesse. Cela vous dit quelque chose? Tout le monde croyait que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. La technologie était en plein essor. Le crédit était bon marché. Les politiciens ont promis une croissance infinie. Et dans les coulisses, le même modèle se formait. La dette s'accumulait, la dette avec la confiance comme seul ciment la maintenant ensemble. Au fil des années avant le crash, la spéculation ne se limitait pas aux actions. L'immobilier était en plein essor. Les banques ont prêté sans compter, les entreprises ont surestimé leurs profits, les consommateurs ont acheté des luxes à tempérament. C'était une culture de l'optimisme construite sur de l'argent emprunté. Et comme toute fête alimentée par la dette dans l'histoire, ça s'est terminé de la même manière. Soudain, en octobre 1929, alors que la panique se propageait, les investisseurs se sont précipités pour vendre. Les prix se sont effondrés. En quelques jours, des milliards de richesses papier ont disparu. Le système qui semblait autrefois invincible s'est fissuré pour révéler un noyau creux. Mais voici la partie qui compte maintenant. Le crash n'était pas la cause de la Grande Dépression. Il en était le symptôme. La maladie la plus profonde était la structure de l'économie elle-même. Trop de dettes, trop peu de revenus réels et trop de confiance dans la hausse des marchés. Cela semble familier? Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons les mêmes conditions se produire, juste avec des noms différents. Au lieu de rubans adhésifs et de télégrammes, nous avons des applications de trading et des graphiques cryptographiques. Au lieu de prêts sur marge, nous avons des cartes de crédit, des hypothèques et des déficits de 1000 milliards de dollars. Et l'illusion est plus forte que jamais. Les économies modernes prospèrent grâce à la consommation. Mais la consommation dépend de la confiance, et la confiance est fragile. Quand les gens croient que le système est sûr, ils empruntent, dépensent et investissent. Quand ils en doutent, tout se fige. Voilà ce qui s'est passé en 1929, et c'est ce que craignent les économistes aujourd'hui. Le véritable danger n'est pas un accident lui-même, mais ce qui se passe lorsque la confiance disparaît, parce que lorsque personne ne croit que le système tiendra, ils arrêtent de jouer le jeu. Regardons la dette. En 1929, la dette des ménages aux États-Unis a grimpé à des niveaux sans précédent. Les gens achetaient des voitures, des radios et des maisons qu'ils ne pouvaient pas se permettre, croyant que les salaires et les prix augmenteraient sans cesse. En 2025, la dette mondiale représente plus de 300% du PIB mondial total. Le modèle n'a pas changé. Nous dépensons toujours l'argent de demain pour vivre aujourd'hui. À l'époque, les banques vendaient des prêts risqués déguisés en opportunités. Aujourd'hui, elles font la même chose à travers des produits financiers complexes.
Les instruments changent, mais la psychologie ne change pas. Pendant les années 1920, les inégalités ont atteint des niveaux historiques. Un petit groupe d'élite contrôlait la majeure partie des richesses de la nation. Pendant ce temps, la classe ouvrière survivait grâce au crédit et à l'espoir. Quand la bulle a éclaté, ils n'avaient rien sur quoi se rabattre. Regardez autour de vous aujourd'hui. Le 1% le plus riche possède plus de richesses que les 90% inférieurs combinés. Les bénéfices battent des records, tandis que les salaires stagnent. La classe moyenne est sous pression, recourant à l'endettement pour combler le manque. C'est le même scénario, mis à jour pour un nouveau siècle. À la fin des années 1920, la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt bas pour alimenter la croissance, puis les a fortement augmentés lorsque l'inflation est apparue. Le résultat, une soudaine crise de liquidité qui a étouffé les marchés du crédit et déclenché la panique. Aujourd'hui, les banques centrales sont confrontées au même dilemme: imprimer plus d'argent pour maintenir les marchés en vie ou augmenter les taux pour maîtriser l'inflation. Chaque choix a des conséquences. L'histoire se répète au ralenti. Et ensuite, il y a les spéculations. En 1929, les gens ont investi leurs économies dans des actions qu'ils ne comprenaient pas parce que tout le monde le faisait. Aujourd'hui, ce sont les actions mêmes, les NFT et les crypto-bulles. La psychologie est identique: FOMO, cupidité et croyance en la richesse facile. Quand les prix augmentent, les gens pensent qu'ils sont intelligents. Quand les prix baissent, ils réalisent qu'ils ont eu de la chance. La Grande Dépression a révélé une vérité inconfortable. Lorsque les systèmes deviennent trop inégaux et trop endettés, ils s'effondrent sous leur propre poids. La question n'est pas si, mais quand. Et si nous sommes honnêtes, la plupart des économies mondiales fonctionnent aujourd'hui sur une confiance empruntée. Les signes sont là: dette record des ménages, défaut de paiement des entreprises et gouvernements imprimant de l'argent plus vite que jamais. Mais il y a une différence clé. En 1929, le système financier était plus petit. Lorsqu'il s'est effondré, il a fait tomber des millions de personnes. Aujourd'hui, il est mondial. Un choc dans un pays se répercute à travers les continents en quelques secondes. Cela rend les enjeux bien plus importants. Ce qui s'est passé en 1929 ne fut pas seulement un échec financier, c'était un manque d'imagination. Les gens croyaient que la prospérité était permanente. Ils ne pouvaient pas voir à quel point le système était fragile. Nous faisons la même chose aujourd'hui. Nous faisons confiance aux banques centrales et aux politiciens pour maintenir tout stable. Mais la stabilité construite sur la dette et la spéculation n'est pas réelle, c'est du temps emprunté. La leçon de 1929 n'a pas été apprise, on l'a oubliée, parce que chaque génération croit qu'elle est plus intelligente que la précédente, qu'ils ont conçu un système plus sûr, que cette fois, c'est différent. Mais les modèles disent le contraire. La Grande Dépression a commencé avec quelques mauvais jours à Wall Street, mais s'est terminée par des années de difficultés, de déflation et de perte de confiance. Le danger n'est pas que l'histoire se répète, c'est que nous laissons l'histoire se répéter. Et si les mêmes forces sont de retour, la question devient: que se passe-t-il lorsque l'illusion se brise? À nouveau, au début des années 1930, l'illusion avait été brisée. Des files d'attente s'étendaient au coin des rues. Des milliers de banques ont fait faillite. Des familles ont perdu leurs maisons, leurs économies, leur espoir. Ce qui avait commencé comme une panique financière était devenu une véritable crise sociale. Les gouvernements se sont empressés de réagir, mais leurs outils étaient émoussés. Ils ont réduit les dépenses pour équilibrer les budgets, augmenté les tarifs douaniers pour protéger les industries et ont vu le chômage augmenter. Dans leur peur du chaos à court terme, ils ont approfondi l'effondrement. La Grande Dépression est devenue une blessure qui a duré une décennie, une blessure qui a remodelé la politique, l'économie et la foi dans le capitalisme lui-même. Mais voici la vérité inconfortable. La même logique est visible aujourd'hui. Lorsque des fissures apparaissent, les décideurs politiques ont recours aux mêmes outils: imprimer de la monnaie, réduire les taux et promettre une stabilité. Ils traitent les symptômes, pas les causes.
L'économie mondiale flotte désormais sur une dette qui ne sera jamais remboursée, maintenue par l'intervention des banques centrales et la croyance du public. Cette croyance est fragile. Lorsqu'elle se brise, l'histoire ne se répète pas. Elle rime. Regardez les spéculations. Dans les années 1920, la manie de l'effet de levier, les investisseurs empruntaient 90% de la valeur de leurs actions. Lorsque les prix ont baissé, même légèrement, leurs prêts ont été rappelés. Les appels de marge en cascade, forçant la liquidation et déclenchant une spirale descendante. Dans les marchés modernes, l'effet de levier se cache derrière la complexité. Fonds spéculatifs, produits dérivés et les banques fantômes amplifient les petits chocs en menaces systémiques. Les mécanismes ont évolué, mais le danger principal reste. Trop de risques, trop peu de transparence, trop de confiance dans des modèles construits sur des hypothèses. Lorsque la réalité change, ces hypothèses implosent. Pendant la Grande Dépression, la confiance s'est d'abord effondrée sur les marchés, puis dans les institutions. Les banques ont fermé leurs portes du jour au lendemain, laissant les déposants avec rien. En réponse, le gouvernement américain a créé la FDIC pour garantir les dépôts. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais aujourd'hui, l'échelle est différente. Le secteur bancaire est mondial. Lorsque la Silicon Valley Bank a fait faillite en 2023, la panique s'est propagée instantanément au-delà des frontières. La même peur des pertes invisibles, de la sécurité qui disparaît, vit toujours sous la surface. Ce qui a rendu 1929 si dangereux n'était pas seulement financier, c'était psychologique. La croyance en un progrès infini était devenue une religion. La prospérité était le destin. Quand ce mythe a éclaté, les gens n'ont pas seulement perdu de l'argent. Ils ont perdu confiance dans le système lui-même. Le danger aujourd'hui est le même. Depuis des décennies, on nous dit que les banques centrales peuvent contrôler les cycles, que les décideurs politiques peuvent lisser les ralentissements, que les récessions sont des reliques du passé. Pourtant, chaque solution nécessite plus de dettes, plus d'intervention et plus de distorsion. Chaque sauvetage plante la graine du prochain effondrement. La Grande Dépression a également révélé à quel point les économies mondiales étaient devenues interconnectées. Lorsque les marchés américains ont chuté, les banques européennes, déjà accablées par la dette de guerre, se sont effondrées. L'Allemagne a sombré dans la crise. Cet effondrement a alimenté le ressentiment, l'extrémisme et le chaos politique. Le monde a appris que la douleur économique ne reste pas confinée, avance rapide jusqu'à maintenant. La dette mondiale dépasse les 300 000 milliards de dollars. Une crise dans un coin, un défaut souverain, une dévaluation monétaire, une faillite bancaire peut avoir des répercussions instantanées. L'architecture est plus grande mais pas plus robuste. En 1929, les décideurs politiques pensaient qu'ils pouvaient restaurer la confiance avec des discours et de petites interventions. Ils ont mal compris la maladie. Ce n'était pas de la panique, c'était l'effet de levier. Les gens n'étaient pas irrationnels, ils étaient surexposés. Il en va de même maintenant, Les banques centrales inondent les marchés de liquidités en espérant que l'optimisme se reconstruira de lui-même. Mais la liquidité n'est pas la solvabilité. L'impression de monnaie ne crée pas de véritable valeur, cela retarde la reconnaissance des pertes. Plus on tarde, plus la correction devient violente. Voici un autre écho. Dans les années 1920, les prix des actifs ont grimpé bien au-delà des fondamentaux. Les investisseurs ont justifié cela en affirmant que cette fois est différente, que la nouvelle technologie, la nouvelle direction et la nouvelle politique ont rendu les anciennes règles obsolètes. Cela vous dit quelque chose. Aujourd'hui, les valorisations dépassent à nouveau la logique. Les entreprises perdent des milliards, et pourtant elles commercent à des records parce que les marchés s'attendent à une croissance sans fin. Le même optimisme aveugle les investisseurs face à la fragilité. Les noms changent de RCA et Bethlehem Steel à Tesla et des startups sans profit, mais la psychologie est identique. Les bulles de dette finissent toujours de la même manière. La confiance se brise, le crédit se resserre, les prix chutent. La question est le timing.
En 1929, c'est arrivé soudainement. À l'époque moderne, cela peut se dérouler progressivement, masqué par le soutien politique. Mais l'arithmétique ne ment pas. Si la dette augmente plus vite que le revenu, le remboursement devient impossible. Si la croissance dépend de l'expansion du crédit, la stabilité devient une illusion. Nous répétons la même structure qui a condamné les années 1920 seulement à l'échelle planétaire. Une autre similitude, les inégalités. Avant le krach, l'écart de richesse était extrême. Les riches spéculaient sur les actions. Les pauvres ont survécu grâce aux prêts mensuels. Lorsque le krach est arrivé, les pertes étaient inégales. Aujourd'hui, les inégalités sont encore plus marquées. Le 1% le plus riche possède plus de la moitié des richesses mondiales. L'inflation des actifs récompense ceux qui ont déjà des actifs. Les salaires stagnent. La dette comble le vide. La classe moyenne se sent plus riche lorsque les prix de l'immobilier augmentent, mais cette richesse est empruntée. Lorsque les taux augmentent, l'illusion s'estompe, les tensions sociales se tissent, la Grande Dépression a donné naissance au populisme et au protectionnisme. Les gens se sont tournés vers l'intérieur, blâmant les étrangers, les élites ou les systèmes qu'ils ne comprenaient pas. On voit le même sentiment grandir à nouveau. La méfiance envers les institutions, la colère face aux inégalités, la peur du changement. L'insécurité économique engendre l'extrémisme. L'histoire nous met en garde contre ce qui suit quand la douleur rencontre la politique. À l'époque, les gouvernements ont essayé l'austérité en réduisant les dépenses pour restaurer la confiance. Cela a échoué. Aujourd'hui, les dirigeants sont confrontés au piège inverse, des dépenses infinies financées par l'impression d'argent. Les deux chemins mènent à l'effondrement, un par la déflation et le désespoir, l'autre par l'inflation et le déclin. La prospérité durable exige l'équilibre. La dette doit servir la production, non la spéculation. La politique doit privilégier la stabilité à long terme, non les gains à court terme. Pourtant, les incitations politiques récompensent l'opposé. En 1929, la spéculation était visible. Des foules se rassemblaient à l'extérieur des maisons de courtage, regardant les tickers défiler. Aujourd'hui, la spéculation est numérique. Transactions instantanées, paris algorithmiques, produits dérivés empilés sur des dérivés. La vitesse amplifie la fragilité. Et quand le sentiment tourne, il n'y a pas de temps pour réagir. Les marchés évoluent plus vite que la compréhension. La vitesse assure que le prochain crash se propagera avant que la plupart ne se rendent compte qu'il a commencé. Mais peut-être le parallèle le plus dangereux se trouve dans la psychologie. Avant chaque effondrement, les gens se sentent le plus en sécurité. Ils croient au progrès, à la technologie et au contrôle. Ils rejettent les avertissements comme du pessimisme. Dans les années 1920, ceux qui vendaient tôt étaient moqués. En 2025, ceux qui parlent de bulles font face au même ridicule. La confiance aveugle, la complaisance s'installe. Et puis un jour, quelque chose se casse. Un défaut, une faillite, une perte soudaine de liquidité, et l'illusion s'évapore. Pourtant, l'histoire n'est pas le destin. Les leçons existent. Diversifier les risques, remettre en question le consensus, comprendre que la valeur dépend de la confiance, et la confiance dépend de la discipline. Le système échoue non pas lorsque les marchés chutent, mais quand les gens oublient pourquoi ils se sont élevés. En 1929, personne n'imaginait une décennie de dépression. En 2025, peu de gens imaginent la même chose. C'est ce qui rend l'écho si dangereux. La familiarité engendre la cécité. Alors que la dette augmente, que la spéculation se développe et que les inégalités s'accentuent, demandez-vous, sommes-nous plus sages que ceux qui nous ont précédés ou simplement en train de répéter leurs erreurs avec une meilleure technologie? Une fois la poussière retombée après 1929, ce n'étaient pas seulement les portefeuilles qui ont été détruits, c'était la foi. La foi dans le marché, dans le leadership, dans la promesse que l'effort seul pourrait garantir la prospérité. L'effondrement a forcé les nations à reconsidérer tout ce qu'elles croyaient sur l'argent et le pouvoir. Les États-Unis se sont réinventés grâce au New Deal.
Ils ont introduit la réglementation, l'assurance des dépôts et les filets de sécurité sociale. Ces réformes n'ont pas mis fin à la dépression, mais elles ont ralenti l'hémorragie et établi de nouvelles règles. Pour la première fois, l'État a accepté la responsabilité de la stabilité économique. Pourtant, même ces solutions portaient les germes d'une future fragilité. Une fois que les gouvernements ont appris qu'ils pouvaient manipuler les marchés pour la stabilité, ils n'ont jamais arrêté. Regardez où nous en sommes maintenant. Les fondations construites dans les années 1930 façonnent encore notre présent. Les banques centrales créent des liquidités lorsque la panique frappe. Les gouvernements dépensent des milliers de milliards pour stimuler la demande. Les investisseurs attendent un sauvetage. L'aléa moral est permanent. Le risque est socialisé. La récompense reste privée. En 1929, cela aurait été impensable. En 2025, c'est considéré comme normal. Voici comment l'histoire dérive. Des mesures d'urgence deviennent une doctrine permanente. Ce qui était autrefois exceptionnel devient routinier. La dépression a enseigné aux dirigeants une leçon clé. La déflation tue. Quand les prix chutent, les gens thésaurisent. Les entreprises retardent les investissements et le chômage s'envole. Pour éviter cela, les économies acceptent l'inflation comme normale. Mais cette tolérance a un prix. L'inflation persistante érode l'épargne, récompense la dette et punit la prudence. Elle déplace la richesse silencieusement vers le haut, des épargnants vers les emprunteurs, des travailleurs vers les propriétaires d'actifs. Le système dépend désormais de ce transfert caché. Il ne peut pas permettre au prix de baisser, même lorsque les fondamentaux exigent une correction. C'est pourquoi les crises d'aujourd'hui se terminent par des renflouements, pas des faillites. En 1929, les marchés étaient plus petits. Les dégâts, bien que massifs, étaient encore nationaux. Aujourd'hui, ils sont planétaires. Les flux de capitaux se déplacent en quelques millisecondes. Les produits dérivés lient les banques à travers les continents. Une erreur politique à Washington ricoche vers Francfort, Pékin et São Paulo en quelques minutes. L'interconnexion construite pour propager la prospérité multiplie désormais les risques. Quand un lien se rompt, la contagion est instantanée. C'est pourquoi les petites crises déclenchent des secousses mondiales. La structure amplifie chaque choc. La Grande Dépression a remodelé la géopolitique. L'effondrement économique a alimenté le nationalisme, le protectionnisme et le conflit. Les populations désespérées ont adopté les hommes forts qui promettaient la certitude. À notre époque, les parallèles s'accentuent. L'anxiété économique engendre des extrêmes politiques. Le populisme augmente. La confiance dans la démocratie s'estompe. Quand les gens perdent espoir en l'égalité des chances, ils recherchent le contrôle, n'importe quel contrôle. C'était vrai en 1933, c'est toujours vrai aujourd'hui. Le krach initial a commencé avec la croyance que les marchés pourraient s'auto-corriger. Aujourd'hui, nous nous accrochons à la croyance que les gouvernements peuvent toujours intervenir. Les deux religions sont des illusions. Aucun système n'échappe à l'arithmétique. Dette supérieure aux revenus, spéculation dépassant la production, promesses dépassant la réalité. Celles-ci se résolvent toujours de la même manière. Plus le déni dure, plus le jugement est dur. En 1929, peu de gens comprenaient à quel point la finance et la vie réelle étaient devenues liées. Un agriculteur du Kansas ne voyait pas le lien entre l'effet de levier de Wall Street et les prix du blé. Mais quand le crédit a gelé, son monde s'est effondré. Aujourd'hui, les connexions sont plus complexes, mais pas moins réelles. Quand les banques centrales resserrent leur politique, les taux hypothécaires augmentent, le marché immobilier se refroidit, les emplois disparaissent. La boucle de rétroaction est plus rapide, l'impact est plus profond. Ce sont les gens ordinaires, et non les algorithmes, qui perdent le prix. La technologie a changé d'échelle, mais pas la nature. Dans les années 1920, les bandes de tickers diffusaient les prix avec retard. Aujourd'hui, les algorithmes agissent instantanément sans jugement. La peur et la cupidité, autrefois humaines, sont désormais automatisées. Cela rend les crises plus violentes. Quand les machines détectent une baisse, elles vendent. Quand elles vendent, d'autres suivent. La liquidité disparaît en quelques secondes.
Ce qui se déroulait autrefois au fil des semaines se produit avant l'ouverture des marchés. Le cycle a été comprimé, les conséquences demeurent les mêmes. Mais il y a une autre leçon à tirer de 1929, une leçon de résilience. De la ruine est venue la réforme. Du désespoir est venue l'innovation. Le défi pour notre génération est de s'adapter avant l'effondrement, pas après. Nous connaissons les signes avant-coureurs, dette insoutenable, actifs gonflés, inégalités, excès de confiance. Nous connaissons aussi les outils, prudence fiscale, investissement productif, prospérité partagée. Ce qui manque, c'est la volonté. Il est plus facile de reporter la douleur, d'emprunter un autre billion, d'imprimer un autre sauvetage. Mais chaque report aggrave la facture. Si vous étudiez attentivement 1929, un thème se répète, le déni. Les journalistes ont rejeté les premières chutes comme des corrections saines. Les politiciens les ont qualifiées de turbulences temporaires. Les banquiers ont insisté sur la solidité des fondamentaux. Au moment où ils ont admis la vérité, il était trop tard. Le système avait déjà craqué. Cette psychologie du refus est intemporelle. Elle nous entoure maintenant. L'optimisme du marché reste élevé. Les valorisations défient la gravité. Les banques centrales assurent la stabilité. Pourtant, la pression s'accumule. Quand les futurs historiens étudieront notre époque, ils poseront la même question que nous posons à propos de 1929. Comment n'ont-ils pas vu? La réponse sera la même. Ils ont vu, mais ont choisi de ne pas croire. Le confort est plus facile que la correction. C'est la leçon principale de chaque krach. Alors, où en sommes-nous? L'économie mondiale se trouve au bord d'un précipice familier. La croissance ralentit. La dette alimente la colère. Les inégalités s'accroissent. Les institutions sont sous pression. La technologie accélère tout. Le modèle est ancien. Le contexte est nouveau. La Grande Dépression nous a appris que l'effondrement n'est pas seulement financier, mais aussi moral. Quand la confiance s'érode, les systèmes s'effondrent. Le défi aujourd'hui est de préserver cette confiance avant qu'un autre jugement ne force le renouveau. Si vous avez suivi jusqu'ici, prenez un moment, regardez votre propre économie, vos prix, vos opportunités. Le fantôme de 1929 n'est pas dans les livres d'histoire. Il est dans chaque décision de rechercher le profit sans fondation, d'ignorer l'avertissement pour le confort, de traiter la spéculation comme de la croissance. Les krachs ne surviennent pas de nulle part. Ils grandissent tranquillement dans la foi. Alors demandez-vous, si les conditions de 1929 revenaient, les remarquerions-nous? Ou avons-nous construit un système si complexe, si sûr de lui, qu'il ne peut plus voir son propre reflet? La réponse peut décider si la prochaine décennie répète le passé ou en tire finalement des leçons. Si cela vous a fait réfléchir différemment sur l'économie d'aujourd'hui, partagez vos pensées ci-dessous. Sommes-nous plus sages maintenant ou marchons-nous sur le même chemin avec de meilleurs costumes? Votre point de vue compte, parce que l'histoire n'est pas finie. Elle se répète en mouvement lent.